France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce Journal des Alpes. À la une de cette édition, les recherches se poursuivent pour retrouver le père de la petite Léa, retrouvée morte, étouffée. Hier, à Margencel, en Haute-Savoie, les enquêteurs ont lancé un appel à témoin national. À Saint-Jean-de-Maurienne, un homme vient au chevet des restaurants aux terrasses tristes. Christophe est un spécialiste du conseil pour les restaurateurs. À la recherche de l'inspiration, nous ferons sa rencontre. Et puis, qui n'a pas rêvé de voir sa trombine sur une étiquette de club sportif? C'est possible à l'AS de Sillingy. Tous les membres ont leur portrait sur autocollant et aujourd'hui c'était la chasse aux photos manquantes. Dans votre édition nationale à 19h30, la fermeté du gouvernement face à la détermination de la CGT. La situation est toujours bloquée, plus de 4000 stations-service en pénurie d'essence, malgré des interventions spectaculaires de CRS pour débloquer des sites d'approvisionnement. Les salariés de l'énergie rejoignent le mouvement avec ce soir une première action à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine dans l'Aube. Et puis la nouvelle baisse du chômage, le gouvernement dans l'impasse qui peut se réjouir ce soir d'une bonne nouvelle. Le chômage en baisse pour le deuxième mois consécutif, moins 19 900 demandeurs d'emploi. Sa voiture a donc été retrouvée à Douvaine, mais l'homme a disparu dans la nature. Le père de la petite Léa, 3 ans, découverte morte à son domicile hier à Margencel, en Haute-Savoie, est toujours activement recherché. Il est considéré comme un témoin important dans cette affaire par les enquêteurs. Un appel à témoin national a été lancé. On retrouve devant le palais de justice d'Annecy Céline Aubert-Aigré et Dominique Bourget. Presque 3 jours qu'il est activement recherché et pourtant Cédric M reste introuvable. La photo du père de la petite Léa est diffusée partout, dans toutes les gendarmeries, dans tous les commissariats de France, car désormais l'appel à témoins est national. Et si l'on a retrouvé sa voiture ce matin en Haute-Savoie, eh bien les enquêteurs considèrent que Cédric M pourrait être sorti du département sur la base des nombreux témoignages recueillis. Cédric M était séparé de la maman de Léa depuis 1 an. Placé sous contrôle judiciaire, il devait être jugé pour harcèlement envers son ex-compagne. C'est dans cette maison que le corps de l'enfant a été retrouvé, la villa où la famille habitait et que le père occupait seul à présent. L'autopsie a confirmé une mort par asphyxie, mais on ignore encore comment la petite Léa est décédée. Est-elle morte par étouffement? A-t-elle été empoisonnée? Peut-on encore envisager un accident domestique? Les examens toxicologiques rendront leurs conclusions dans une vingtaine de jours. Et si la fuite du père semble l'accuser, eh bien, d'après le parquet d'Annecy, Cédric M doit être considéré et sera entendu comme témoin important dans cette affaire. À Grenoble, le procès hors norme de 12 prévenus accusés d'avoir préparé le casse d'une imprimerie de billets à Rennes, en Bretagne. La police judiciaire de Grenoble les avait neutralisés juste avant qu'ils ne passent à l'action. Si le casse avait été perpétré en juin 2014, cela aurait été le casse du siècle. Marion Feutry et Dominique Semet. C'est dans la salle de la cour d'assises que se déroule ce procès en correctionnel hors norme. Dans le box, 12 prévenus soupçonnés d'avoir préparé ce qui aurait pu être le casse du siècle. La cible, cette imprimerie de billets de banque située à Rennes, un projet déjoué par la police. Peut-être que certains estiment qu'il était imminent. Je pense qu'on démontrera au cours des débats qu'il était loin d'être terminé et préparé. Bon, si on veut se référer à des éléments objectifs, vous avez des véhicules qui sont remisés dans des garages. Vous avez effectivement une logistique qui est prévue. De savoir à quel stade exact de l'élaboration ou du passage à l'acte on en est, c'est pas évident. Donc la complexité du dossier et l'ampleur du débat, c'est de démontrer qu'est-ce qu'il faisait là, à partir des seuls éléments que l'on retrouve en perquisition. Fusil d'assaut, pistolet automatique, menottes, gilet pare-balles. Voici l'arsenal saisi par la police en juin 2014. Des interpellations ont alors lieu à Grenoble, Rennes et Paris. Mais les rôles et les liens de chacun restent à établir. Vous avez un procès qui se déroule à Grenoble pour des faits qui peut-être auraient dû se dérouler à Rennes, avec manifestement une origine rennaise par le fait que c'est un des salariés de l'entreprise de fabrication de billets qui a pris un certain nombre de photos de l'entreprise. Ensuite, les liens sont extrêmement compliqués entre la connexion rennaise et la connexion grenobloise.
Les prévenus encourent 5 à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs. Le procès se déroule jusqu'au 7 juin. L'arrestation lundi et le placement sous contrainte en hôpital psychiatrique de l'avocat grenoblois Bernard Ripert choquent encore aujourd'hui les avocats du barreau de Grenoble. Un comité de soutien s'est de nouveau rassemblé ce soir à 18h devant le palais de justice. L'avocat historique d'Action Directe, 65 ans, est engagé dans un bras de fer avec la magistrature depuis plusieurs mois. Et pour y voir plus clair, nous recevons ce soir sur le plateau du Journal des Alpes le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grenoble. Bonsoir, maître Samba Sambelig. Vous avez adopté une motion qui déplore le placement en garde à vue de maître Ripert, qui a été arrêté chez lui au petit matin, emmené menotté à l'hôtel de police de Grenoble. Il devait être entendu dans une affaire d'intimidation envers un magistrat. Vous estimez que le parquet de Grenoble a été trop loin ? La question pour nous n'est pas de savoir si le parquet a été trop loin. Nous avons appris, nous, lundi, en début de matinée, que notre confrère avait été interpellé chez lui, menotté, dans des circonstances que nous ignorons. Et nous avons considéré que si les conditions de cette interpellation, telles que rappelées, ne faisaient pas suite à une résistance de notre confrère, à un refus de suivre les forces de police... Ça n'a pas été le cas ? Pour les éléments que nous avons aujourd'hui ne nous permettent pas de dire que cela a été le cas. Monsieur le procureur de la République a indiqué que les forces de l'ordre avaient été contraintes de procéder de la sorte, mais au moment où je m'exprime devant vous, je n'ai pas d'éléments qui me permettent d'aller dans un sens ou dans un autre. Alors Bernard Ripert a été hospitalisé pour de l'hypertension tout d'abord à l'hôpital Michalon de Grenoble, puis un expert psychiatre a ordonné son internement d'office parce qu'il présentait un caractère inquiétant dans ses propos et sa fixation sur les magistrats de la Cour d'appel, selon le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat. Cela vous paraît invraisemblable? Vous connaissez la personnalité de Bernard Ripert? Oui, tout à fait. Alors, Maître Ripert est sans doute un personnage particulier, mais vous le savez, c'est un avocat engagé, qui a choisi d'adopter une posture de rupture dans le cadre de ses plaidoiries. Maintenant, vous savez, dans le cadre de la procédure qui était mise en œuvre par le parquet, à savoir notamment une garde à vue, un placement en garde à vue, d'après les informations qui nous ont été transmises, un refus d'obtempérer à une convocation qui lui avait été transmise, si il s'est produit une difficulté particulière lors de cette garde à vue qui aurait conduit Maître Ripert à avoir des propos et que le médecin aurait considéré que cela justifiait la mesure de placement en garde à vue, je dois dire que ces propos doivent être particulièrement graves, particulièrement menaçants. Nous avons réagi parce que tout simplement nous n'avons pas les éléments de nature à été cette situation-là, et il nous apparaissait important, s'agissant d'un auxiliaire de justice, effectivement, que ça ne soit éclairé. C'est ce que j'ai indiqué, moi, dès le début. Je fais la distinction entre la procédure qui est en cause et les mesures quand même exceptionnelles qui ont été prises en son encontre, le placement sous contrainte en hôpital psychiatrique. Merci beaucoup, maître Samba Sambelig, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grenoble. Je signale d'ailleurs qu'un recours a été déposé ce mercredi par son avocat, et donc maître Ripert pourrait sortir très prochainement de l'hôpital psychiatrique. Merci pour avoir répondu à nos questions. En Isère, à Vorep, un accident sans gravité a causé et cause toujours pas mal de difficultés sur la route. Un convoi exceptionnel s'est couché sur le bas-côté à hauteur du giratoire qui mène à l'autoroute de Valence. Il s'agit d'un porte-tunnelier dont la remorque s'est renversée. L'opération de relevage, qui nécessite une grue, est prévue à 21h ce soir. Il faut bien se rendre à l'évidence, les camions de livraison d'hydrocarbures commencent à se faire désirer. Et même si la préfecture de la région affirme que la situation se stabilise, avec près de 550 stations fermées ou en difficulté sur 1800, pour l'automobiliste, chaque jour qui passe ressemble un peu plus à un jeu de piste. Il semblerait que le syndrome de la course au carburant ne fasse que commencer. Florine Hébart et Didier Albrand. Rupture, fermeture, en clair, passez votre chemin. Voilà un message de plus en plus fréquent dans la région. Ici, les cuves sont vides, mais la station reste ouverte alors que l'activité est au plus bas. Le personnel est quand même là pour la boutique et attend un hypothétique réapprovisionnement. On a bien fait une demande, on a été livré lundi matin tôt, ce qui nous a permis de travailler lundi et mardi, mais maintenant tout est fermé. Et pour la prochaine, on attend. Eux-mêmes ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront nous livrer.
À 11h du matin, les cuves étaient à sec. Avec 600 clients jour au lieu de 300 habituellement, les stocks se sont volatilisés en quelques heures. Mais les automobilistes ne se découragent pas quand ils trouvent, ils patientent et restent plutôt zen. Vous en avez marre un peu ou pas? Non. De toute façon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est partout pareil. Ouais, je pense que je comprends, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, bon, après, voilà. Moi, je les soutiens, je suis avec eux, c'est vrai, de toute manière. Mais bon, je suis obligé de travailler aussi, donc voilà. Ouais, on va faire ce qu'on peut, mais bon, j'aimerais bien vous le mettre plus. Hein. Vous cherchez quoi comme carburant? Diesel. Ouais. Ça va, 20 litres, ça fait quand même... C'est pas beaucoup, mais on va faire avec. C'est ça, pas le choix. Et quand en plus on a une voiture de collection très gourmande en essence, 20 litres pour faire 400 km, c'est sûr, ça va coincer. J'ai fait entre 18 litres au 100 presque. Eh oui, c'est pas à peine, c'est une vieille voiture, c'est à 4 vitesses. Vous allez pas aller loin? Alors, je m'arrêterai dans une autre station. Tant pis, il faut tricher. Hein. Optimiste et ambitieux, bonne route cher monsieur et surtout bon courage parce qu'il paraît que dans le sud, c'est pire. Ça coince donc dans les stations essence, mais ça coince aussi sur les rails avec la grève de la SNCF qui entre dans son deuxième jour. Demain, 2 TGV sur 3 sont prévus sur l'axe sud-est et seulement 1 TER sur 3 entre Lyon et Grenoble. Ce sera 1 TER sur 4 entre Lyon et Chambéry et Lyon et Annemasse. C'est désormais une association bien connue de tous, L214, qui dénonce la maltraitance des animaux. Elle a mis en ligne une nouvelle vidéo. Les images sont comme à chaque fois impressionnantes. Elles concernent le GAEC du Pérat à Chalins dans l'Ain. Il élève 200 000 poules pondeuses dans 2 poulaillers. Des poules dans un état lamentable de la vie même du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Il n'en mène pas large et pour cause. Son élevage industriel de poules a fait l'objet de 7 contrôles sanitaires depuis le début de l'année et de plusieurs mises en demeure. Et la vidéo de l'association L214 enfonce le clou, mais le co-gérant du GAEC du Pérat nie l'évidence. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à dire, je suis un petit peu débordé, voilà, c'est tout. Mais non, on n'est pas sur ce que L214 veut bien montrer. Mais bon, voilà. Sinon, je serais plus là aujourd'hui. Mais demain, la marque Matine n'achètera plus les œufs de cet éleveur. C'est un salarié qui a fait ces images d'avril dernier. Un de ceux qui, comme Bastien, ne supportait plus de vivre au milieu de cet enfer. Bastien a accepté de témoigner. Elles sont serrées dans des cages, elles sont au milieu de la fiente, elles sont dans une saleté pas possible. Et vous, vous aviez des poux sur vous? Ça m'est arrivé quelques fois de rentrer que ça me grattait. Bon après, on prend vite une douche et puis ça passe. Les images et le commentaire choc de l'association L214 ne pouvaient laisser indifférent. Il n'est pas admissible que les animaux soient au contact de cadavres qui sont déjà anciens. Le directeur des services vétérinaires de l'Ain ne lâche plus le GAEC. Nouveau contrôle de ses services. La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, exige du préfet de l'Ain inspection et décision dans la journée. Et sur France Info, le ministre de l'Agriculture hausse le ton. Cet éleveur-là, je lui dis dans les yeux, c'est une responsabilité très lourde que vous avez prise et que vous prenez pour tous les autres. Donc je serai obligé de prendre des décisions. Et s'il le faut, je fermerai cet élevage. Si les services vétérinaires ont à l'œil le GAEC depuis un an, c'est pourtant bien dès 2013 que la même association les alerte. Mais l'éleveur fait censurer leur première vidéo par décision de justice. Les consommateurs ont le droit de savoir ce qui se passe derrière les murs. Parce que si on attend d'avoir l'autorisation de l'éleveur avant de diffuser les images, on ne les aura jamais. Cette fois-ci, L214 a déposé plainte pour maltraitance sur animaux. Une peine passible de 6 mois d'emprisonnement, 7 500 € d'amende. Et si l'élevage fermait, les 200 000 poules iraient forcément à l'équarrissage. Le reportage de Béatrice Tardy et Benjamin Métral. La baisse du chômage se poursuit et les chiffres sont tombés il y a quelques minutes. Comme au niveau national, le nombre de demandeurs d'emploi recule pour le deuxième mois consécutif dans notre région. Vous découvrez les chiffres département par département. C'est en Haute-Savoie et en Savoie que la baisse est la plus forte, moins 1,8 et moins 1,3% par rapport au mois précédent. Le nombre de chômeurs recule également de 0,6% en Isère. On connaît les coachs sportifs, les coachs professionnels. Il existe aussi des coachs en restauration pour sauver des établissements à la dérive. Rencontre ce soir avec Christophe Grain qui exerce depuis 25 ans déjà. Et il fait des miracles dans les restaurants désuets. Le reportage à Saint-Jean-de-Maurienne de Nathalie Rapuc et Frédéric Pasquet. Donc ce midi, l'objectif, c'est de remettre en place ce que vous faisiez avant,
Donc bien travailler vos assiettes, de la super déco, finition et puis du goût. Christophe est là depuis 2 jours. Cet ancien chef met en place des techniques pour relancer le restaurant de Samuel. Ces derniers temps, la clientèle était moins satisfaite. On a eu 2-3 retours un peu négatifs de certains clients où on n'était plus du tout dans ce qu'on voulait faire. Et c'est une remise en question de moi-même. Et à un moment, on a investi dans cet établissement 20 ans de vie. Mon épouse a quitté son vrai métier pour venir dans le mien. Donc il n'y avait pas le droit à l'erreur. Conscient de la difficulté, Samuel trouve sur les réseaux sociaux le contact de ce coach en restauration. Christophe reste 1 semaine sur place pour changer les habitudes de travail et surtout redonner le goût du métier. Là, je suis en train de regarder un peu la carte là, que tu... Ça fait 5 mois que je n'avais pas mis les pieds au marché. J'y suis monté ce matin, quand tu es devant un tas de produits, là on avait un Italien qui était là, qui vendait des produits, ça travaille tout de suite, ta tête elle travaille tout de suite. Moi je pense surtout qu'à un moment donné, tu as perdu confiance en toi tout simplement. Ah aussi, oui. Et c'est ce qui a fait que tu t'es un peu éparpillé. Ce matin, ce que je voulais surtout, c'est que tu viennes sur le marché. Et quand je t'ai vu sur le marché ce matin, j'ai vu un grand chef qui savait choisir des produits, qui était en train de monter ses recettes. Un côté bistrot, une terrasse et une salle de restaurant qui étaient restées désertes durant plusieurs années. On ne savait pas comment faire, il y avait des petites choses, des petites clés à donner et c'est lui qui nous les a données et ça nous a fait beaucoup de bien. On a des ouvriers qui sont là depuis le début de la semaine, ils nous ont dit « Waouh, aujourd'hui, super ». Voilà. Alors qu'on a fait la même chose que d'habitude, à part dresser différemment, mais je pense qu'on avait un peu de retard dans le dressage. Prochaine étape, sortir une nouvelle carte pour la fin de la semaine. Le coach est confiant, Samuel et Sylvie ont retrouvé la passion et la confiance en leur savoir-faire. De la théorie à la pratique à Sallanches, en Haute-Savoie, les élèves de Bac Pro Vente ont ouvert un magasin de commerce équitable éphémère dans les locaux de l'ancienne Poste. Économie solidaire qui vient donner du sens à leurs études. Damien Borelli et Christian Mathieu. Dans les rues de Sallanches, Basile et Christian ont coiffé leur casquette de VRP du commerce équitable. Bonjour madame, nous sommes des élèves en Bac Pro Vente au Belvédère et actuellement nous sommes en train d'ouvrir une boutique éphémère sur le commerce équitable. L'espace d'une semaine, l'ancienne Poste de Sallanches est transformée en boutique éphémère. Ce sont les élèves en Bac Pro Vente de la maison familiale et rurale Le Belvédère qui ont monté ce magasin avec des produits de l'association Artisans du Monde. Café, thé, chocolat, objets artisanaux des pays du Sud sont proposés à la vente dans une démarche solidaire. Le but du commerce équitable, c'est que pour les petits producteurs, c'est qu'ils soient payés au juste prix. Et donc se faire manger, par le commerce conventionnel. C'est un bon exercice quand on est étudiant en commerce. Ouais. C'est pas classique comme produit. C'est pas classique, on ne connaît pas forcément tous les produits. On en connaît quelques-uns, on sait pourquoi on fait ça. Mais ouais, ça nous apprend quoi. Si les clients sont peu nombreux ce matin, ils apprécient l'opération et surtout l'implication des élèves. Tous les élèves devraient être sensibilisés à ce genre de choses. Je pense que c'est une éducation qu'on devrait faire au quotidien, quoi. Derrière la valorisation de produits issus du commerce équitable, le but est de rendre ces jeunes acteurs de leur formation. Tous nos jeunes sont en alternance, soit en apprentissage dans une entreprise, soit un petit peu sur différents stages. Là, on veut les mettre vraiment en action sur un projet, monter avec eux de A à Z, puisque c'est eux qui prennent toutes les démarches. Et puis voilà, surtout les mettre en contact avec de la clientèle. Alors, si vous habitez la vallée de l'Arve, n'hésitez pas à faire un saut dans cette boutique solidaire. Les lycéens vous y accueillent jusqu'à samedi. À Bourgoin-Jallieu, la pelouse du stade Pierre Rajon était envahie aujourd'hui par de jeunes joueurs venus de toute la région, des enfants atteints de troubles du comportement. Le reportage de Marie Michelier et Franck Serroni. Une victoire, encore une. La 4e depuis ce matin pour ces apprentis rugbymen venus de Bivier en Isère. Face à eux, d'autres adolescents de toute la région, une soixantaine réunis sur la pelouse. Tous sont issus d'ITEP, des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques qui accueillent toute l'année ces jeunes pensionnaires au chemin de vie chaotique. Ces jeunes ont des troubles de comportement. Donc, ce qui est difficile, et je l'ai vu aujourd'hui, et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est le travail d'équipe, le travail de coopération. Sur les 8 jeunes, il y en a 3 ou 4 qui habituellement qui ne se parlent même pas. Et aujourd'hui, on ne voit même pas. Ils sont tous
Ils sont tous frères de cœur, frères d'équipe. Et c'est ce qui me fait plaisir. On est chacun dans notre coin des fois. On n'est pas souvent tous regroupés. Tu vois, là, c'est un sport, on est tous regroupés. On a tous la même enjeu, c'est de gagner. Le sport pour recréer du lien, la recette n'est pas nouvelle et le rugby inscrit depuis plusieurs années déjà dans le programme scolaire. Une façon d'atténuer l'étiquette du handicap, de retrouver surtout estime et confiance en soi. On rappelle les règles et surtout on leur parle énormément. Les jeunes, ils apprennent à se connaître aussi, puis appréhender le contact, parce que c'est vrai qu'on a des situations familiales et personnelles où des jeunes n'ont pas l'habitude, n'apprécient pas tellement le contact pour diverses raisons et le rugby permet cela. À l'origine, la volonté de la Fédération française de faire découvrir le rugby à un public parfois éloigné des terrains. Lancé il y a 4 ans dans la région, ce tournoi enregistre chaque année de plus en plus de participants. Aujourd'hui, on voit le combat, la générosité et le don de soi qui sont très importantes et ça transpire aujourd'hui. Et pour nous, il est important que les jeunes découvrent ce sport et pourquoi pas un jour se licencient dans un club près de chez eux, près de leur établissement. Se licencier et approcher le monde professionnel, pour certains, c'est déjà chose faite. 5 joueurs en herbe passés par le tournoi ont aujourd'hui rejoint des clubs. Souvenez-vous des albums, des vignettes à coller, celles de vos joueurs préférés, des albums jamais terminés. Eh bien, l'AS Sillingy a imaginé son propre album et cet après-midi, c'était échange de vignettes au Clubhouse où se sont rendus Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette. Sohan, Lénie, Gabriel, Johan, Mohamed, Ruben, vignette 41, rare, très rare. Ce microbe qui joue en U7 est désormais très recherché. Page 8. C'est comme ça qu'il se parle au club. T'as le 389, page 63. C'est lui, David, celui qui est en train de marquer tout le club. On parle du club ici sur le terrain, mais aussi de partout aux alentours. Donc ça crée une vraie dynamique, une vraie image de com autour du club. Avec 300 albums distribués et 42 000 vignettes vendues, l'AS Sillingy joue fort. Et personne ne reste sur la touche. Prenez par exemple le numéro 2, page 1. Tiens, c'est le président, Christophe, qui avoue son passé de collectionneur. C'était dans les cours d'école avec les grands joueurs de l'époque, Platini, voilà, des petits souvenirs des joueurs de l'équipe de France. Mais le ballon d'or ici, c'est lui. C'est comme Bastien, personne là encore, Bastien. Si, il y en a. Oui, un tout petit peu. Il n'y en a pas beaucoup, j'avoue. Même moi, certes, j'ai mon cousin, mais je ne le mets pas. J'ai Tamara, en double. J'ai Yann, Gauthier, Romain. Je cherche Robert Fratali. Alors Robert, il fait quoi lui au club? Il est... Je peux pas en dire parce que vu que j'ai pas la carte, il m'explique pas. Encore un petit effort et les 450 licenciés du club seront collés à jamais. Et méfiez-vous, ce ne sont pas toujours ceux que l'on croit les plus mordus qui échangent en cachette. Il n'y a pas Platini, c'est pas la peine. Non, pas de chance. C'est l'un des endroits incontournables pour les fêtes anniversaires et cela fait 20 ans que ça dure. Le Laser Game est une success story made in Grenoble. Retour sur cette histoire avec Florine Heba et Cédric Picot. Un labyrinthe, un pistolet laser, une fois la cible en vue, c'est sensation garantie. Voilà ce qui a fait le succès immédiat du concept dès 1996. Vous vous rappelez la récréation quand vous étiez à l'école? Eh ben moi je vous redonne de la récréation en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant, on continue, mais du jeu, de s'amuser, d'être entre copains, c'est génial. C'est surtout une grande réussite pour cet entrepreneur visionnaire qui aurait dû être prof d'histoire. Ce fan de science-fiction a découvert le jeu à Prague il y a 25 ans, un genre de cow-boys et indiens version Star Wars qui plaît au plus grand nombre. Vous ne restez pas devant votre ordinateur en train de jouer avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète mais que vous n'avez jamais vu. Vous appelez vos copains et vous sortez. Et ça c'est important, surtout dans notre monde aujourd'hui où les liens sont en train de se dissocier. Moi j'ai comme valeur de vouloir les rassocier les gens, les faire sortir et les faire de nouveau se retrouver ensemble. Ensemble dans l'aventure, c'est cette même notion qui a permis de créer l'entreprise. Un véritable coup de poker entre amis et associés de la première heure, avec au cœur de ce succès le service recherche et développement.
J'ai rencontré Patrick au tout début qu'il a lancé son projet. En fait, j'ai joué à ce jeu qu'ils avaient un peu bricolé au début et qui était génial. Et puis, étant électronicien, je leur ai proposé de faire mieux. Et après, on a avancé ensemble depuis 20 ans. Aujourd'hui, ils sont 10 à se creuser la tête pour faire évoluer le matériel. Parmi eux, Baptiste, enfant de la génération Laser Game. À l'époque, j'étais tout jeune, je devais avoir moins de 10 ans. Et puis le Laser Game, ça s'est répandu comme une traînée de pouce dans la cour de récré. Tout le monde en parlait, tout le monde voulait y jouer. Alors... Aujourd'hui, le Laser Game se vend plus que bien. 90 salles en France, dont 2 tiers franchisés. La dernière innovation en date, la voici, baptisée Le Parc. Cet espace multisalle regroupe l'activité laser bien sûr, mais aussi le Ciné-Move, écran 3D au siège monté sur vérin pour plus de sensations. Le Move-Car, dernier simulateur de course automobile complètement déjanté. Et enfin le Move-Craft, de quoi perdre le nord avec des jeux vidéo en mode looping. Un univers qui reste à développer alors que le groupe planche déjà sur son futur parc d'attractions. On va vous plonger dans un autre univers. C'est une aventure dans l'hyperespace, avec des héros, avec plein de nouvelles attractions. Et on va ouvrir ça fin d'année à Paris, à la Villette. Et là, c'est un concept complètement nouveau.